Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'émission Horizon Ressources Naturelles. 760 millions de tonnes de cuivre, un gisement très important de taille mondiale, découvert en RDC et c'est à Kamoa, quelques kilomètres de Kolwezi, et c'est avec l'entreprise Ivanhoe Mines. Et cette entreprise a été plébiscitée meilleure par les associations des explorateurs et développeurs du Canada, et c'est à Toronto où un grand prix a été décerné aux représentants de cette entreprise. Nous y étions et nous en faisons le point dans cette émission. L'invité, c'est M. Liu Atum, le représentant pays de l'entreprise Ivanhoe Mines. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous vous retrouvons parce que c'est vraiment une grande nouvelle, un boom dans le secteur minier, un gisement de 760 millions découvertes, une nouvelle qui remet la RDC sur la table des investisseurs. Tout à fait, Marcel. Comme vous le dites, c'est quelque chose de très grand en termes de découverte géologique qui ne remet pas seulement la RDC dans le carré des grands pays à grand potentiel minier, mais qui remet même sur le tapis le débat dans le monde scientifique de comment on a pu trouver un si gros gisement dans une telle location. Parce que les théories jusque dans les années 1900 étaient telles qu'on ne pouvait pas trouver un gisement pareil dans cet endroit-là. Comment les Belges qui ont mené autant d'exploration dans toute la partie du Katanga n'ont pas pu découvrir cette grande manne, et aussi même des géologues congolais qui étaient attirés, qui étaient intéressés, se disaient que non, c'est une sorte de bluff, mais c'est confirmé, 760 millions de tonnes de cuivre encore à exploiter, un gisement qui dépasse même des réserves de grands pays miniers qu'on reconnaît dans le monde, tels que le Chili. Tout à fait, Marcel. Et je me rappelle, on s'est vu, toi et moi, à Cape Town, oui, à Indaba. 3 semaines, et quand je te disais qu'on a trouvé ce gros gisement, j'ai l'impression que tu étais un peu incrédule. Je suis content que tu aies fait le déplacement. Je sais, c'est pas toujours facile de quitter le doux climat d'Afrique pour se retrouver à du moins 15 degrés. Il fait très froid, il fait très froid. Mais je suis content que tu aies fait le déplacement et que tu l'aies vu de visu. C'est vrai, c'est une réalité. Il faut maintenant qu'on se mette au travail et qu'on le développe et qu'on en fasse quelque chose dont les Congolais pourront bénéficier. Ivanhoe Mines, on en parle aujourd'hui et c'est des noms ou des sons qui résonnent dans les oreilles d'autres personnes comme étant nouveaux. Qu'est-ce que ça signifie? Ivanhoe, en termes très brefs, ça représente 5 sociétés ici en RDC, qui sont toutes enregistrées ici en RDC. Nous avons d'abord Kamoa Copper SA, autour du gisement de Kamoa. Nous avons aussi Kipushi Corporation SA. Ça, c'est autour de la joint venture que nous avons avec la Gécamine, à hauteur de 68% pour Ivanhoe et 32% pour la Gécamine. Nous avons aussi Ivanhoe Mines Exploration. Ça, c'est plus au niveau de Kolwezi. On fait de la recherche, on fait de l'exploration. Et nous avons Ivanhoe Mines Energy, parce que nous avons une interface avec la SNEL pour régler le déficit énergétique et voir ce dont on a besoin pour développer, réhabiliter certaines stations hydroélectriques. Et finalement, nous avons Ivanhoe Mines Service, parce qu'il faut une logistique de soutien d'appoint pour toutes ces opérations. Donc ça fait 5 sociétés ici en RDC. En termes de chiffres, Ivanhoe, ça veut dire 465 millions de dollars d'investissement à ce jour. Ça veut dire environ 267 000 mètres de forage fait à ce jour. Ça veut dire le grand gisement de Kamoa qu'on a découvert. Vous savez, qui compte qui est pratiquement le plus grand gisement aujourd'hui au monde. Si on regarde les gisements de cuivre à haute teneur, en prenant une coupure d'environ 2,5%. Kamoa vient en peloton de tête. Et donc voilà ce que Kamoa représente en chiffres aujourd'hui. Alors je pense que c'est lui qui avait dit, ou ceux qui disaient que le Congo était un scandale géologique, je me dis même qu'ils étaient inspirés par celui qui a créé le monde. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'un seul gisement puisse compter plus de 760 millions de tonnes de cuivre à 2,7-2,5% de teneur. C'est pas donné à tout le monde. Alors, ce prix a été décerné. Nous sommes à Toronto, au Canada, et c'est l'association des explorateurs et développeurs de mines du Canada qui ont décerné ce prix prestigieux. Et ce prix, vous allez voir, c'est Robert Friendland, qui est le patron de Ivanhoe Mines, qui le reçoit.
et sous l'ovation du grand public composé des grands barons. Et c'est vraiment aussi un prestige parce qu'on parle de la RDC. Ovationné par toute la grande salle, tous ceux qui étaient là, un panel important des hommes d'affaires, des explorateurs et des gens qui sont intéressés par le secteur minier. C'est vraiment une fierté parce que c'est le nom de la RDC et aussi on associe à cela certains géologues congolais et dans la salle il y avait l'ancien vice-ministre des Mines Kassongo Chomari, il y avait aussi le directeur général du cadastre minier et des géologues congolais qui étaient invités à cette grande manifestation. Vous savez, j'ai dit tout au début de l'émission que cette découverte a remis sur le tapis un débat dans le monde scientifique. Parce que si vous regardez l'arc cuprifère qui commence en Afrique centrale, qui commence en Zambie, avec les mines telles que Konkola, etc., vous remontez un peu dans le nord, Kinsenda, et vous continuez Rouachi, Likasi, Kambove, vous allez sur Tenke et vous continuez sur l'agglomération des mines au niveau de Kolwezi. Vous vous rendrez compte que dès que vous allez un tout petit peu vers l'ouest de Kolwezi, vous avez une couverture de sable calarien. C'est du sable de Kalari pratiquement, désert, etc. Et dès lors, cela à l'époque n'avait pas du tout intéressé les géologues parce que c'est un terrain très plat, avec du sable calarien, comme je dis, pas de collines, rien. Et donc il n'y avait pas un intérêt particulier à aller faire de la recherche là-bas, on se disait bien qu'il n'y avait rien. Mais tout cela, ce n'était en fait qu'une couverture de ce qu'il y avait en dessous, que les gens ne voyaient pas. Il a fallu peut-être l'esprit d'entrepreneuriat de quelqu'un comme Robert Friedland, qui s'est simplement posé une question, qu'aujourd'hui il est facile de se poser, mais qui à l'époque c'était pas évident, de se dire, mais attendez, si nous faisons une prolongation de cet arc cuprifère, en atteignant la frontière avec la Zambie, comment se fait-il que la minéralisation reprend, avec des mines telles que Sentinelle, Lumwana, etc. Eh bien, il fallait chercher ce qu'il y avait entre ces espaces-là. Et bien sûr, c'était un gros pari, c'était un grand risque, parce que c'était à coups de millions que ça a été fait. Je vous dis aujourd'hui que rien que pour Kamoa, on a investi 315 millions de dollars, et c'était un pari qu'il pouvait perdre aussi. Mais il a gagné le pari, et voilà, il y a le gisement de Kamoa qui a été découvert. Qu'est-ce que Kamoa peut apporter aujourd'hui avec cette grande manne de 760 millions de tonnes découvertes? Vous savez, Marcel, au-delà du langage des chiffres, parce que c'est après tout un investissement de 5 milliards de dollars qu'on va faire en deux phases, parce que vous savez qu'aujourd'hui l'économie mondiale elle est dans une passe baissière et non pas haussière. Et donc lever 5 milliards de dollars aujourd'hui n'est pas chose facile. On a saucissonné ce projet en deux étapes, où il faut d'abord investir 1,5 milliard pour faire un concentré de cuivre. On va tourner avec une capacité minière de 3 millions de tonnes l'an pendant 5 ans, et puis on va prendre l'envol on va quadrupler pratiquement cette capacité-là, à environ 11 à 15 millions de tonnes l'an, en injectant 3,5 milliards supplémentaires. Mais au-delà de toutes ces valses de chiffres, ce que cela veut dire pour la RDC, il y a d'abord les infrastructures. Parce que moi je suis toujours de ceux qui disent, contrairement à ce que les gens pensent, l'industrie minière n'emploie pas beaucoup de gens. Nous tendons vers un modernisme où, quand vous allez dans les mines souterraines modernes aujourd'hui, vous avez des engins qui sont sans opérateur, sans chauffeur. À 800 mètres sous le sol, vous avez des grosses bennes sans chauffeur, vous avez des tracteurs sans chauffeur, et en surface, vous avez quelqu'un avec une console comme un PlayStation, un écran qui manipule cela. On n'emploie pas beaucoup dans l'industrie minière. Par contre, l'infrastructure qui vient, dans le cas d'espèces par exemple, avec la société Ivanhoe Énergie, le partenariat avec la SNEL, le fait de réhabiliter Mwadingusha, Nzilo et Kone, rien que cela déjà c'est une capacité de 200 mégawatts. Vous savez qu'il y a un grand déficit énergétique. Oui, c'est ça le problème, parce que je voulais savoir mais comment vous allez travailler avec le déficit qui fait maintenant beaucoup de problèmes aux miniers. Tout à fait. Et donc avec ce partenariat avec la SNEL, et un financement qui est pratiquement déjà bouclé de 250 millions de dollars, on pourra déjà mettre 200 mégawatts
supplémentaires de capacité en place, mais également du point de vue des corridors en chemin de fer. Aujourd'hui, il y a l'axe classique quand vous allez du Katanga, vous allez par la Zambie et vous descendez dans le sud, pour de Durban, mais il y a aussi la bretelle qui va vers Walvis Bay en Namibie. Mais il y a un corridor extrêmement important. Et si vous avez suivi l'actualité dernièrement, il y a des accords que nous signons avec l'Angola maintenant, pour au niveau des frontières. Le chemin de fer. Tout à fait, parce que l'Angola a déjà réhabilité le chemin de fer de Lobito jusqu'à pratiquement à Dilolo. Et si vous regardez tout ce chemin de fer-là, en fait, si vous allez de Lubumbashi à Lobito sur l'Angola, c'est 1500 km de chemin de fer. Et l'Angola a déjà réhabilité jusqu'à Dilolo. Ce chemin de fer passe à 10 km au nord de Kamoa. Et donc, il reste seulement la bretelle entre Dilolo et Kamoa ou Kolosi, parce que Kamoa et Kolosi sont environ 40 km de distance. Vous avez environ 420 km à réhabiliter. Ce dont notre pays a besoin, c'est cela. Ce sont les infrastructures, les chemins de fer, les routes, mais également l'énergie hydroélectrique. Oui. Quand vous avez cela, vous allez voir ce que l'initiative privée va faire sur le dos de cela. C'est vrai, on va générer des taxes. Quand Kamoa, par exemple, aura atteint sa vitesse de croisière, nous parlons d'environ 2 milliards de revenus à l'export, des exportations de produits de Kamoa. Nous parlons aussi d'environ 400 millions de dollars de taxes par an à l'État. C'est ça qui ira dans les escarcelles de l'État. Oui, mais les infrastructures vont réellement désenclaver cette partie-là, vont rendre la logistique moins cher et générer davantage de richesses. Voilà ce que le pays va... Comment il s'est fait que les Belges qui ont mené des prospections en RDC n'avaient pas pu vraiment découvrir ces gisements et Ivanhoe arrive, il découvre. Est-ce que vous avez utilisé d'autres technologies actuelles ou quel a été votre secret là-dessus? Je crois qu'il faut d'abord beaucoup d'humilité pour parler de cette découverte. Parce que je crois qu'il y a quand même une contribution de plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'avènement du code minier qui est fait en 2002. Il ne faut jamais oublier que ce code minier-là, nous sommes parmi ceux qui vont continuer à le dire haut et fort, nous avons un très beau code minier. Il faut qu'on évite de commencer à détruire ce que nous avons de mieux ici dans notre pays. Ce code minier, croyez-moi Marcel, n'en déplaise aux uns et aux autres, a attiré énormément d'intérêt dans le monde. Et donc, le code minier était tel que le pays devenait intéressant de venir faire de la prospection, de prendre des risques, parce qu'on avait un cadre qui garantissait une certaine stabilité. Il faut aussi parler de la stabilité politique, Marcel. Vous savez, la RDC aujourd'hui connaît près de 13 années de stabilité politique. Et cela veut dire que ça devient irréversible. C'est une plateforme où la RDC devient un grand chantier, sur tout point de vue d'ailleurs, pas seulement dans les mines, dans les infrastructures, dans les communications, les services, l'agro-business, ça devient un grand chantier. Cela a permis d'attirer des entrepreneurs qui peuvent prendre le risque, comme Robert Friedland. Mais il y a aussi le concours de la technologie aussi. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons des techniques de géophysique aéroportée, aéromagnétique, etc. C'est des techniques qui n'existaient pas à l'époque. Et bien sûr, il y a la qualité de l'équipe des géologues aussi. Tout le crédit va à eux. C'est pour cela que nous avons tenu à ce que nos géologues aussi soient là-bas, pour que quand même quelque part qu'il y ait cette reconnaissance mondiale du travail qu'ils ont fait. Donc c'est un concours de circonstances de tout cela. Voilà, si vous êtes avec nous, mesdames, messieurs, nous disons que c'est en direct de Toronto, au Canada, que nous proposons cette émission qui nous a permis de faire vivre un moment important sur le prix qui a été décerné à une entreprise congolaise, Ivanhoe Mines, qui a découvert un gisement de 760 millions de tonnes de cuivre à une très bonne teneur, entre 2,5 et 2,7. C'est vraiment très très important. Et là, il y a eu aussi l'exposition. À l'exposition, les experts géologues de cette grande entreprise ont présenté des carottes de cuivre et du zinc, disant que, par exemple, pour le zinc, qu'il y a le zinc d'une teneur allant de 40 à 57%. C'est vraiment le minerai le plus riche en teneur au monde. Et ça, c'est à Kipushi, où la Gécamine avait déjà presque tout abandonné, où cette mine de Kipushi, comme vous le savez, était déjà noyée, mais ils ont remis ça en marche, et le zinc qui en sort, je dis, c'est de 40 à 57% en teneur. Ce sont les carottes de la mine Kipushi. C'est une mine incroyable. À Kipushi. C'est probablement la plus riche mine pour zinc dans le monde. Une grande première. Et ça fait vraiment parler des Ivanhoe Mines.
Kipushi, c'est vrai, a connu des problèmes, comme vous le savez, historiques, sous la gestion de la Gécamine. Elle était noyée finalement. Et lorsqu'on l'a reprise, on a signé les accords en 2011. Ils nous ont permis d'acquérir 68% de cette mine-là. Il a fallu d'abord investir énormément pour dénoyer cette mine-là. Très important. Cela a été à hauteur de 150 millions de dollars. Et aujourd'hui, cette mine, nous pouvons dire qu'elle est complètement dénoyée, au niveau 1250 mètres. Et nous avons lancé, cela fait maintenant une année, un programme de forage, d'exploration de 20 000 mètres, en premier temps, pour justement tester la continuité des gisements qu'il y a. Parce que, comme vous dites, à cette profondeur, il y a une concentration incroyable, pas seulement de cuivre, mais de zinc, comme vous dites, de germanium et d'autres métaux. Et même de l'or aussi. Il y a. Et donc c'est vrai, c'est quelque chose d'assez exceptionnel aussi. Nous continuons les travaux de forage et de réhabilitation aussi des infrastructures. Il y a énormément de ferraille qui a été rouillée, qu'il faut remplacer. Il faut remettre les choses en place et compléter l'étude de faisabilité pour pouvoir relancer la production là-bas. Voilà, nous allons, mesdames, messieurs, vous proposer une vidéo qui va vous retracer l'histoire de cette grande découverte. Belgian and British colonials began exploring the Central African copper belt in the late 18 and early 1900s. The area of the Kamoa deposit near Kolwezi, in the Democratic Republic of the Congo, was left virtually unexplored because there were no signs of a deposit. This is what things looked like before the discovery. This is the Kolwezi district, and Kamoa here, I mean, it hardly even makes it on the map. There was no relevance. Most of the copper deposits that were known, that were found and known because they come out of the ground, they're outcropping, and you can walk around and find oxide green copper basically sticking out of the ground, and it's ore grade. Initially, Ivanhoe brought in African mining consultants to help with the exploration. Essentially, nobody thought we could discover something where Kamoa was. It was only 10 kilometers west of one of the biggest mining districts in the DRC. But the geology wasn't right for hosting deposits in the DRC, or that's what people believed. And when we found it, people were incredulous. You know, like right next to Kolwezi, you found what? There was a lot of disbelief, actually, that such a thing could actually exist so close to really the heart of mining. So this is where we are today with the current drilling. And yeah, the existing resource is something like 23 kilometers through here by 10 kilometers. What Ivanhoe found is considered one of the world's largest undeveloped copper deposits, the first to be found in over 50 years. When you get a phone call to say you've got fabulous drill results, it electrifies the team, it electrifies the office, the shareholders are ecstatic. It's a wonderful thing to happen. It was company founders Robert Friedland and William Hayden who decided to stake licenses around the existing copper belt. They didn't want to be part of the existing mining infrastructure. They wanted to go and find something new, which of course is sort of the Ivanhoe persona. So it was that decision to go and acquire land on the exterior of the copper belt and do grassroots exploration that eventually led to the discovery of Kamoa. Finding this kind of deposit involves a committed team of people, from the executives to the people on the ground. So this is not a one or a two man operation. It's a huge effort with a lot of people over a long time. And I think that's the nature of discovery. And I think the thing that is forgotten every once in a while is how the CEO of the company supports the explorationists. So Dave and his team are highly thought of by Lars Erik Johansson, who's the CEO of the company and has been for almost the last 10 years. The project is now moving into its next phase. We passed the exploration stage on the main deposit. We're now in development and moving towards a production scenario. As they develop the mine and drill more, which I know they're doing, they're finding better grades and better intersections, so it's really quite exciting.
quel est le chronogramme? Comment ça va se passer? Des découvertes à Kipushi, des découvertes à Kamoa. Vous êtes avec la Société nationale de l'électricité et avec tous ces projets, comment vous allez amorcer tous ces travaux? Tout à fait, merci pour la question. Si nous regardons Kamoa par exemple, vous savez, nous avons maintenant fini la construction de ce qu'on appelle box cut, c'est-à-dire c'est l'accès aux inclinés. Oui. Parce que Kamoa, nous allons attaquer le minerai souterrain avec des inclinés jumelés, donc ce sera des galeries souterraines. Nous avons fini la construction de l'accès à ces galeries-là. En ce moment précis, nous avons lancé un appel d'offres pour pouvoir maintenant donner le contrat au sous-traitant qui va maintenant faire le fonçage de ces galeries souterraines. Et c'est ça notre programme pour cette année. C'est boucler les financements et puis avancer avec ce travail-là. L'idée, c'est lancer la production aux environs de 2018, parce qu'entre maintenant et cette période-là, il y a énormément de travail à faire en termes d'établir les infrastructures en souterrain, de commencer l'exploitation souterraine. Il faut construire le concentrateur, parce que comme je l'ai dit, nous allons tourner dans une première phase à 3 millions de tonnes l'année, en faisant du concentré de cuivre. Et puis après... 300 ou 3 millions de tonnes? 3 millions de tonnes. Par an? Par an, oui. Ça, c'est la capacité d'excavation minière. Oh là là, ah, excavation. Oui. Mais les traitements? Ça sera environ 300 000 tonnes. Ok. Voilà. Et puis après, nous allons monter à entre 11 et 15 millions de tonnes là, en termes d'excavation minière. Il faut noter que les 5 premières années, lorsqu'on va tourner à du 4% du cuivre, ce qui est exceptionnel dans l'industrie minière. En fait, je crois que les collègues dans l'industrie cuprifère qui sont au Chili et dans ces pays-là, ils se mordent les doigts. Parce que ces gens les exploitent des teneurs qui sont 4-5 fois moins que les nôtres. Oui. Nous allons tourner à 4% dans les 4-5 premières années, avant d'aller à environ 3%, 3,5% pour le reste de l'année. C'est un énorme gisement. La durée de vie, aujourd'hui, elle sera au-delà de 100 ans, de 100 années. Je crois que quand Jésus reviendra la deuxième fois, il nous trouvera en train d'exploiter ce gisement-là. D'accord, c'est une très bonne nouvelle, parce que là, déjà dans le Katanga, les gens se frottent les mains, ils se disent ça va arriver, c'est déjà très bien, mais ce n'est pas seulement pour le Katanga, mais pour toute la République démocratique du Congo, parce que l'impact d'une telle exploration pourra être ressenti partout. Mais à travers son discours, M. Robert Friedland, qui est le patron de Kamoa et de Ivoire Maïs, a annoncé en tout cas des découvertes importantes. Comme quoi, les gens qui se font traiter aujourd'hui avec des matériels qui sont fabriqués à base d'autres produits se font encore contaminer, et que la plupart des métaux utilisés dans les hôpitaux conservent les microbes, mais sauf le cuivre. Il est découvert que le cuivre devient un produit, un matériel qui, s'il y a un microbe qui tombe dessus, le cuivre a les capacités de détruire ça, et c'est déjà devenu un élément important qu'il faut utiliser même dans le domaine médical et dans d'autres domaines pour préserver les gens à conserver la bonne santé. Donc c'est une très bonne nouvelle qui peut vraiment remettre le cuivre comme étant un produit très très important. Tout à fait, Marcel, cela est vrai. C'est pas un secret. Ceux qui passent beaucoup de temps dans les hôpitaux, en hospitalisation et en soins, qui traînent dans les hôpitaux, ils s'en sortent infectés très souvent. Justement parce qu'il y a ces bactéries qui traînent partout, sur tout ce qu'on touche, tout ce qui est métallique, tout ce qui est aluminium, etc. Mais il a été démontré que lorsque tout cela est recouvert d'une couche de cuivre, ces bactéries, etc., ne savent plus se développer, ne savent plus vivre dans un environnement de cuivre. Et dès lors, on peut facilement concevoir l'avenir dans l'industrie, si on peut parler ainsi médicale, où on utilisera davantage de cuivre pour recouvrir tout ce qui est équipement, soins, etc. Cela permettra finalement d'avoir un environnement plus sain et moins contaminant finalement. Et donc ça sera un marché supplémentaire pour le cuivre. Et dès lors, ça pourrait évidemment stimuler la demande et maintenir les prix élevés. Mais comme la plupart des Congolais s'interrogent aussi pour savoir, mais nous n'avons pas, nous, Congolais, la capacité de consommer localement le cuivre qui est extrait chez nous. Est-ce qu'avec Ivoire Maïs, on peut vraiment s'attendre à de telles possibilités? Transformation locale, consommation locale des produits miniers. Je crois qu'on doit s'attendre à cela, logiquement. Parce que aujourd'hui, si vous regardez bien comment l'économie de notre pays avance, sous le leadership du chef de l'État et du Premier ministre, lorsqu'on annonce les paramètres macroéconomiques qui sont impressionnants, cela veut dire qu'il y a une bonne gouvernance qui s'installe dans notre pays.
Il n'y a pas de raison pour qu'on maintienne une croissance à 2 chiffres cette année et les années à venir. Il faut maintenant certaines stratégies. Et nous sommes heureux, nous qui sommes dans l'industrie minière, qu'il y a de plus en plus un dialogue ouvert entre le gouvernement et nous, pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Et dans ces solutions-là, il y aura certainement un accroissement de la capacité énergétique, parce qu'on veut bien faire des produits élaborés, mais il faut de l'énergie pour cela aussi. Il faut qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'il y ait certaines réformes dans le secteur minier, courageuses, qui doivent être faites, et je suis confiant que cela sera fait et qu'à l'avenir on verra réellement une valeur ajoutée à ce que nous faisons ici au pays. Voilà, je disais tout à l'heure qu'à Toronto il y avait 2 Congolais, il y avait monsieur Félix Mupande qui représentait le cadastre minier, parce que la géologie c'est aussi son domaine, et il y avait aussi monsieur Kassongo Chomari, et monsieur Kassongo Chomari qui était l'ancien vice-ministre des Mines, mais aujourd'hui qui est opérateur minier à la tête de son entreprise qu'on appelle Congo Premier, qui exploite de l'étain à Kisangani. Ils étaient là, ils ont assisté à ces grands événements. L'endroit où se rencontre toute l'industrie minière mondiale avec le capital. Et chaque fois qu'on parle d'un pays ou d'un sujet important, ça peut intéresser tout le monde. Aujourd'hui, ça a été le tour du Copper Belt. Comme vous le savez, le Copper Belt, c'est la province cuprifère qui couvre la Zambie et le Katanga. Et on a eu 4 présentations. Toutes ces présentations ont essayé de situer les importantes minéralisations que nous avons au Congo. Et ça montre un peu qu'il y a encore de l'ouverture, de l'opportunité. On a découvert Kamoa, on a découvert Frontières, et il y a encore d'autres gisements qui pourraient être découverts si jamais on essaie de mettre ensemble toutes les informations. Et c'est ce que les experts géologues se sont dit ici. Et les présentations étaient pleines d'informations. Et je crois savoir que nous devons rester optimistes sur l'avenir minier de la RDC, principalement dans le Copper Belt. Je voudrais noter aussi une chose, c'est que le long de ce pédac, il y avait 2 moments forts. Le premier moment, c'était le déjeuner sur la perspective de ressources minérales. C'était organisé par l'Épithèque, où il y avait des têtes couronnées dans le domaine minier qui étaient là. On a mangé ensemble avec eux. Vous vous rendez compte qu'ils ont invité un journaliste célèbre spécialisé dans l'économie et la politique, qui a écrit beaucoup de livres. Et cet invité a essayé de faire une dissertation sur le pouvoir transformateur du secteur minier. Et dans sa présentation, il a réservé 10 minutes au Congo, parlant de l'expérience de Kibali Gold. Kibali Gold qui a réussi à transformer toute une région qui était traversée par les guerres et les seigneurs des guerres, et qui aujourd'hui est en train de devenir en fait une région stabilisée, où on voit déjà poindre un certain nombre de faits de développement, les banques, la route et ainsi de suite. Bon, le deuxième moment fort, c'est le prix qu'a reçu Ivanhoe. Ivanhoe, c'est l'entreprise qui a découvert le gisement de Kamoa. Un gisement qui fait environ 19 millions de tonnes métal et qui pourrait apporter un revenu supplémentaire au gouvernement si jamais il était mis en exploitation assez tôt. Et ça, ce sont des éléments qui sont importants pour permettre de voir ou de juger l'importance de la RDC dans le secteur des mines. C'est que notre avenir minier est encore très intact. Et je suis sûr que le prochain PIDEC, nous y serons. Le gouvernement congolais sera là. Cette fois-là, bien préparé, avec beaucoup de choses à montrer aux investisseurs. Et en fait, notamment sur le potentiel minier, sur le cadre légal et sur les autres stimulants que le gouvernement aura mis en place pour attirer l'investissement. C'est une très grande rencontre du monde minier. Tous les pays du monde entier sont là présents, tous les domaines techniques, technologiques, l'évolution, tout le monde sont là, comme vous venez de le voir, donc c'est sans commentaire, on aura le temps de visiter avec vous.
ça me déçoit sincèrement que je ne vois pas la RDC là, parce que s'il y a un seul pays africain qui devait être représenté dans un forum comme celui-ci, c'est bien la République démocratique du Congo. Ils ne sont pas là, malheureusement. Ils ne sont pas là, c'est vraiment dommage. Ils étaient à Indaba, là c'est les représentants alors que les décideurs sont ici. Nous espérons qu'ils seront là l'année prochaine ou dans les éditions prochaines, puisque le message doit passer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tu vois, cette façon de faire la médiocrité là, dans certaines choses doit arrêter à un certain niveau. Il faut que le Congo soit là où les décisions se prennent. C'est tout à fait des réactions logiques. On a décerné un grand prix pour le pays, mais en fait, même l'ambassadeur du Congo au Canada n'était pas là. C'est quand même aussi un souci. Non, je crois qu'il y avait peut-être certaines raisons. Je ne sais pas commenter là-dessus, mais ce que j'aimerais plutôt dire ici, parce que vous parlez de cet événement, c'est Marcel, je suis vraiment content que vous ayez été palper la réalité du doigt. Vous sentez avec quel sérieux le monde de la haute finance se met ensemble pour financer et faire de la recherche. Tout à fait. Je dis toujours que l'exploration géologique, c'est la branche recherche et développement de l'industrie minière. Ceux qui prennent le risque et ceux qui dépensent de l'argent aujourd'hui à faire de la recherche, de l'exploration, comme Robert Friedland, comme les autres qui ont fait des gros gisements, c'est eux qui génèrent des richesses demain. C'est eux qui créent des mines qui génèrent des richesses. La génération des richesses, c'est pas une mystique, c'est pas une génération spontanée, c'est quelque chose qui se crée, elle se fait de cette manière-là. Et il faut que dans les stratégies de notre pays, que nous prenions la recherche géologique au sérieux. Quand vous prenez 5 pays pelotons de l'Afrique de l'Ouest, comme le Mali, la Guinée, le Sénégal, etc., des pays où on a développé une certaine industrie minière, au kilomètre carré, ils attirent 5 fois plus de dollars au kilomètre carré pour faire de la recherche minière. Mais qu'est-ce que ces pays ont, à part de l'or et un peu de ceci, un peu de fer, etc. Nous avons tout ce qu'il faut ici, mais cela arrive à attirer 5 fois plus d'investissements. Oui. Cela, en termes nets, veut dire que dans les 10 années à venir, c'est eux qui vont construire des mines. C'est eux, c'est pas nous. Nous allons rester à la traîne. Et donc, il y a quand même un gap, il y a quand même une réalité qui est là, qui est devant nous, et nous devons tous prendre conscience de cela, prendre la recherche au sérieux et faire tout pour attirer les investissements dans ce sens-là. C'est une bonne chose parce que le ministre des Mines, Martin Kaboulou, à Indaba, il a dit qu'au moins pour cette année, le gouvernement a mis un paquet pour se lancer dans l'exploration minière. Enfin, ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et il m'a même confirmé que donc, dans les années à venir, on va renforcer les moyens pour que l'exploration se fasse sur place. Il y a encore beaucoup à découvrir. Nous allons terminer l'émission, mais je lui atoum, quel message les Congolais peuvent avoir en ce moment? Et si je parle à mes compatriotes, en tant que Congolais, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des découvertes de cette magnitude, il faut que nous prenions conscience d'une chose, que nous tous, et ici je dis individuellement et collectivement, nous avons une opportunité plus que jamais de marquer l'histoire. De marquer l'histoire en propulsant notre pays dans le carré des économies émergentes. Et nous avons tous un rôle à jouer, nous avons tous une partition à jouer. Je me répète encore, c'est un pays qui jouit aujourd'hui de 13 années de stabilité politique. Ça devient irréversible. Il y a une plateforme qui va attirer les investissements, mais que chacun doit jouer sa partition. Les leaders politiques, les acteurs économiques, la société civile, les communautés locales. Aujourd'hui, les communautés locales, elles sont beaucoup plus sophistiquées que ce qu'elles étaient il y a 50 années. Elles comprennent les choses, il y a un nationalisme des ressources naturelles qui a tous les échelons. Toronto nous a montré des gratte-ciel construits qu'avec l'argent des mines. Exactement. Et il n'y a pas de raison pour qu'on ne le fasse pas. Et encore une fois, je dis la responsabilité, elle est collective et elle est individuelle. Nous devons tous jouer notre partition et prendre conscience de cela et travailler pour construire notre beau pays. Merci d'avoir été avec nous. Et merci, nous pensons, mesdames, messieurs, que nous allons vous retrouver prochainement pour une autre émission. Bonsoir et à la prochaine.
Bye.